Pourquoi quelqu'un qui semblait en avoir fini avec la relation réapparaît soudain au moment exact où une personne arrête de tendre la main? La plupart des gens pensent qu'ils reviennent parce qu'ils te manquent soudain. Ce n'est qu'une petite pièce du puzzle. La vérité est qu'ils reviennent parce qu'au moment où tu arrêtes de poursuivre, tu changes silencieusement l'équilibre du pouvoir. Tu enlèves la pression dont ils fuyaient, et à sa place, tu crées un vide de contrôle. Et ce vide est plus terrifiant pour eux que l'intimité qu'ils essayaient d'éviter. Tu n'as pas juste établi une limite pour toi-même, tu as déclenché leur peur la plus profonde, et nous sommes sur le point de décomposer exactement ce que c'est. Ce schéma se répète à travers d'innombrables relations, et la limite qui déclenche ce retour est plus simple que la plupart des gens ne le réalisent. Pourtant, elle défie tout ce que la plupart des gens croient sur poursuivre la connexion. Le moment le plus confus dans ces dynamiques arrive quand toutes les tentatives de se reconnecter ont échoué, quand chaque message reste sans réponse, quand chaque effort pour maintenir la proximité pousse l'autre personne plus loin, et quand l'épuisement force finalement une décision d'arrêter d'essayer entièrement. Ce point d'arrêt représente ce qui se sent comme abandonné, comme renoncer à l'espoir, comme accepter que la relation a vraiment pris fin. Pourtant, ce moment précis, cette limite de ne plus poursuivre, devient le catalyseur qui change tout. En quelques jours ou semaines de cette décision, la personne qui semblait vouloir de la distance commence à reprendre contact. Ce schéma confond les gens parce qu'il contredit la croyance commune que montrer plus d'amour, plus d'efforts et plus de disponibilité rapproche les gens. La mécanique derrière cette inversion se connecte à comment certaines personnes expérimentent les relations comme menace à leur sens de soi plutôt que source de confort. À partir d'expériences précoces, certains individus développent un système protecteur qui interprète la proximité émotionnelle comme dangereuse, non pas parce qu'ils n'aiment pas l'autre personne, mais parce que leur système nerveux a appris que dépendre des autres mène à la déception ou à la perte de contrôle. Ces expériences précoces créent une réponse automatique où l'intimité déclenche des sentiments d'être piégé, contrôlé ou consumé par les besoins d'une autre personne. Plus quelqu'un essaie de se rapprocher, plus ce système d'alarme interne s'active, les poussant à créer de la distance à travers diverses stratégies qui maintiennent leur sens d'indépendance. Ce système protecteur opère à travers des schémas spécifiques qui émergent quand les relations s'intensifient, quand les demandes émotionnelles augmentent, quand les conversations deviennent plus profondes, quand les attentes de temps ensemble grandissent ou quand l'engagement devient plus sérieux, la réponse interne active une série de comportements de distanciation. Ces comportements incluent se retirer pendant des périodes où tout semble bien aller, trouver des défauts dans le partenaire pour justifier le retrait émotionnel, comparer la relation actuelle à des relations passées idéalisées, éviter les conversations vulnérables, annuler des plans, réduire la fréquence de communication et maintenir l'indisponibilité émotionnelle même en étant physiquement présent. Chacune de ces stratégies sert le même but de regagner un sens de contrôle et d'indépendance qui se sent menacé par une proximité croissante. La dynamique de poursuite crée les conditions exactes qui renforcent cette réponse de distanciation. Quand une personne cherche de la réassurance, initie un contact fréquent, demande des conversations émotionnelles ou exprime de l'anxiété sur le statut de la relation, ces actions déclenchent la peur de l'autre personne de perdre l'autonomie. Plus la poursuite devient intense, plus l'autre personne se sent menacée, menant à plus de retrait, ce qui augmente alors l'anxiété de la personne qui poursuit, créant un cycle qui s'intensifie jusqu'à ce que la relation se brise complètement. Ce cycle n'indique pas que l'une ou l'autre personne a tort ou est mauvaise, mais plutôt que leur système protecteur se heurte de façon qui déclenche les peurs les plus profondes de l'autre. La limite qui change tout implique d'arrêter tous les comportements de poursuite et de permettre à l'espace d'exister sans essayer de le remplir. Cette limite signifie ne plus initier de contact, ne plus chercher d'explication pour la distance, ne plus essayer de réparer la relation par la conversation, ne plus surveiller les activités de l'autre personne ou les réseaux sociaux, ne plus se rendre constamment disponible et ne plus sacrifier les besoins personnels pour accommoder le retrait de l'autre personne. Cette limite diffère fondamentalement des tactiques de manipulation ou des jeux parce qu'elle représente un changement genuin de focus, loin de gérer le comportement de l'autre personne vers gérer son propre état émotionnel et ses besoins. Quand cette limite est établie, plusieurs changements se produisent dans la dynamique qui éloignait précédemment l'autre personne. Premièrement, la pression qui activait leur système défensif disparaît, permettant à leur système nerveux de se calmer de l'état élevé de menace. Sans la poursuite constante,
ils ne sentent plus le besoin de protéger leur indépendance par le retrait. Et la relation ne se sent plus comme quelque chose qui consumera leur identité ou liberté. Deuxièmement, l'absence crée de l'espace pour qu'ils expérimentent leurs propres sentiments sur la relation sans l'interférence de répondre aux besoins émotionnels de quelqu'un d'autre. Dans cet espace, ils peuvent traiter, s'ils veulent, réellement de la connexion sans se sentir forcés. Troisièmement, et le plus significativement, l'absence leur permet d'expérimenter quelque chose que leur système protecteur les empêche typiquement de ressentir, la possibilité de perte. Quand quelqu'un les poursuit constamment, ils opèrent d'une position de certitude que la personne sera toujours disponible, ce qui paradoxalement les fait se sentir piégés plutôt que valorisés. Au moment où cette certitude disparaît, quand la poursuite s'arrête et que l'espace genuin s'ouvre, ils confrontent la réalité que la relation pourrait réellement se terminer. Cette confrontation avec la perte potentielle active des sentiments différents de ceux qu'ils expérimentent pendant la poursuite, des sentiments qui incluent manquer la personne, reconnaître les aspects positifs de la relation qu'ils avaient minimisés et questionner si leur retrait était vraiment ce qu'ils voulaient. Le retour qui suit cette limite surprend souvent les gens parce qu'il arrive sans aucun effort pour le faire arriver. La personne qui semblait en avoir fini avec la relation tend la main avec des messages qui semblent casuals, des références à des mémoires partagées, des questions sur comment va l'autre personne ou des invitations à se reconnecter. Ce retour n'indique pas nécessairement que tous leurs schémas protecteurs ont disparu ou qu'ils sont soudain prêts pour l'intimité qu'ils évitaient précédemment. Au lieu de ça, ça indique que la pression spécifique à laquelle ils répondaient s'est levée, leur permettant d'approcher la relation d'un état émotionnel différent. Comprendre pourquoi cette limite fonctionne nécessite d'examiner ce qui se passe dans l'expérience d'une personne quand elle sent son indépendance menacée versus quand elle sent qu'elle est sécure. La peur de perdre l'autonomie opère comme une des expériences émotionnelles les plus puissantes pour les gens avec ce schéma protecteur, souvent plus forte que leur désir de connexion. Cette peur ne découle pas de ne pas vouloir d'amour ou de proximité, mais d'expériences précoces où la proximité venait avec des conditions qui se sentaient étouffantes, contrôlantes ou dédaigneuses de leurs besoins individuels. Ces expériences ont créé une association dans leur système nerveux entre intimité et perte de soi, rendant leur réponse automatique à la proximité une de retrait plutôt que d'approche. Quand les comportements de poursuite s'intensifient, cette peur s'active pleinement, faisant que la personne qui poursuit semble une menace à leur survie plutôt qu'une source d'amour. Leur esprit commence à générer des justifications pour pourquoi la relation ne fonctionnera pas, magnifiant de petites incompatibilités en problèmes majeurs, comparant la relation actuelle défavorablement à des relations passées ou des alternatives idéalisées, et se concentrant sur les aspects exigeants du partenaire tout en minimisant leurs qualités positives. Ces processus mentaux ne sont pas de la manipulation consciente, mais plutôt des réponses protectrices automatiques conçues pour les aider à échapper à ce qui se sent comme une situation dangereuse. Plus quelqu'un poursuit pendant cet état activé, plus leur esprit crée de preuves pour soutenir le besoin de se retirer. La limite d'arrêter la poursuite interrompt ce processus entier en enlevant la menace qui a activé ces réponses protectrices. Sans poursuite active, leur système nerveux commence à se réguler vers le bas de l'état défensif élevé. Les processus mentaux qui généraient des raisons de partir commencent à se calmer et ils peuvent commencer à accéder à différentes pensées et sentiments sur la relation. Dans cet état plus calme, ils expérimentent souvent ce que les chercheurs décrivent comme la désactivation de leur stratégie défensive, leur permettant de se rappeler pourquoi ils étaient attirés à la personne au départ et de sentir l'absence de connexion plutôt que la pression de celle-ci. L'espace créé par cette limite leur permet aussi d'expérimenter leur propre désir de connexion séparée, de répondre aux besoins de quelqu'un d'autre. Quand quelqu'un les poursuit constamment, tout mouvement vers la connexion se sent comme de la conformité plutôt qu'un choix, ce qui renforce leur besoin de résister pour maintenir leur sens d'autonomie. Quand la poursuite s'arrête, tout mouvement vers la connexion devient genuinement leur choix, ce qui change fondamentalement comment ce mouvement se sent pour eux. Ils peuvent tendre la main parce qu'ils le veulent, pas parce qu'ils répondent à la pression, et cette distinction importe énormément à comment ils expérimentent la relation. Implémenter cette limite efficacement nécessite un engagement genuin envers le bien-être personnel plutôt que de l'utiliser comme stratégie pour faire revenir l'autre personne. La différence entre ces approches se montre dans l'expérience interne et dans la cohérence du comportement.
Utiliser l'espace comme tactique de manipulation implique de surveiller constamment si l'autre personne remarque la distance, se sentir tenté de briser la limite quand ils ne répondent pas rapidement, expérimenter de l'anxiété sur si la stratégie fonctionnera, et planifier de reprendre la poursuite si la réponse désirée ne se produit pas. L'établissement de limites genuines implique de rediriger l'énergie vers les activités et relations personnelles, traiter les émotions sans essayer de changer le comportement de l'autre personne, accepter que la relation pourrait ne pas reprendre et reconnaître les schémas qui ont mené à la dynamique malsaine. Les étapes pratiques pour établir cette limite commencent avec la cessation complète de l'initiation sous toutes les formes. Cela signifie pas de texto pour vérifier, pas d'interaction sur les réseaux sociaux, pas de messages casual sur les intérêts partagés, pas de tentative d'ingénier des rencontres accidentelles et pas de communication à travers des amis mutuels. Si l'autre personne initie le contact, les réponses peuvent être polies mais brèves, sans tenter d'étendre la conversation ou créer des opportunités pour plus d'interaction. Cette approche maintient le respect tout en démontrant clairement que le schéma précédent de poursuite a pris fin. Simultanément, l'énergie qui était précédemment dirigée vers gérer la relation a besoin d'être redirigée vers la croissance personnelle et le bien-être. Cela inclut se reconnecter avec des amis et des activités qui ont pu être négligées pendant la concentration intense sur la relation, explorer de nouveaux intérêts qui créent une excitation genuine indépendante de l'autre personne, traiter les émotions par le journal ou la thérapie plutôt que par des tentatives de les résoudre avec l'autre personne et examiner les schémas personnels qui ont contribué à la dynamique de poursuite. Ces activités servent des buts doubles à la fois de rendre la limite durable et de créer un développement personnel genuin qui améliore la vie peu importe si l'autre personne revient. La période d'attente après avoir établi cette limite varie considérablement selon plusieurs facteurs incluant l'intensité de la poursuite précédente, la longueur de la relation, les déclencheurs spécifiques qui ont causé le retrait et le niveau de conscience de l'autre personne sur leur schéma. Certaines personnes tendent la main en quelques jours une fois que la pression se lève, alors que d'autres prennent des semaines ou des mois pour traiter leurs sentiments et reconnaître ce qu'ils ont perdu. Pendant cette période, maintenir la limite malgré l'incertitude nécessite une tolérance pour l'ambiguïté et un engagement envers le bien-être personnel qui ne dépend pas de la réponse de l'autre personne. Quand le contact reprend effectivement, la façon dont il est géré détermine si le schéma se répète ou si un changement genuin devient possible. Retourner immédiatement au niveau précédent de disponibilité et d'intensité émotionnelle recrée les conditions exactes qui ont déclenché le retrait au départ. Au lieu de ça, maintenir des limites saines pendant la reconnexion implique de répondre aux tentatives de contact sans tout laisser tomber, continuer les activités personnelles et les amitiés plutôt que de faire de la relation le seul focus, communiquer les besoins clairement sans les sacrifier pour garder la paix et se déplacer graduellement vers une intimité accrue plutôt que de reprendre immédiatement une connexion intense. La réponse aux limites pendant la reconnexion révèle des informations importantes sur si la relation peut se développer dans des directions plus saines. Les gens qui respectent les limites et peuvent tolérer des augmentations graduelles d'intimité montrent une capacité de croissance et de changement dans leur schéma. Ceux qui deviennent mal à l'aise avec des limites raisonnables ou qui commencent à se retirer encore quand la relation s'intensifie peuvent ne pas encore avoir la capacité pour le type de relation qui satisfait les besoins des deux personnes. Observer ces réponses, sans immédiatement accommoder le retrait, fournit des données cruciales sur si investir plus d'énergie dans la relation sert le bien-être. Le principe plus profond sous-jacent à pourquoi cette limite fonctionne se connecte à comment tous les humains répondent à la pression versus la liberté dans les relations. La poursuite crée de la pression qui active la résistance, alors que l'espace crée de la liberté qui permet au désir authentique d'émerger. Ce principe s'applique à travers différents schémas d'attachement et dynamiques relationnelles, bien qu'il se manifeste le plus dramatiquement dans des situations où une personne a développé des schémas protecteurs forts autour de l'indépendance. Comprendre ce principe aide à changer la perspective de essayer de faire que quelqu'un veuille de la connexion à créer des conditions où ils peuvent découvrir leur propre désir pour elle. La limite fonctionne aussi parce qu'elle représente un respect authentique pour les besoins des deux personnes plutôt que de sacrifier les besoins d'une personne pour accommoder les schémas de l'autre. La poursuite précédente impliquait souvent d'abandonner les limites personnelles, d'accepter des miettes de connexion, de tolérer un comportement inconsistant et de prioriser le confort de l'autre personne sur le bien-être personnel.
La limite d'arrêter la poursuite affirme que la connexion doit être mutuelle et qu'une personne ne peut pas maintenir une relation seule par pure force de volonté. Cette affirmation d'égalité crée la possibilité d'un partenariat genuin plutôt que la dynamique de poursuite-distanciation qui ne bénéficie à aucune personne. Importantement, établir cette limite et potentiellement expérimenter le retour de l'autre personne ne résout pas automatiquement les schémas sous-jacents qui ont créé la dynamique au départ. Le système protecteur qui conduit le retrait ne disparaît pas simplement parce que l'espace a été donné et la personne est revenue. Ces schémas se sont développés sur des années ou des décennies d'expérience et les changer nécessite de la conscience, de l'engagement et souvent un soutien professionnel. Si la relation reprend sans adresser ces schémas, le cycle se répète probablement avec la poursuite déclenchant le retrait, menant à une autre séparation, suivie d'un autre retour quand l'espace est donné. Briser ce cycle à long terme nécessite que les deux personnes travaillent sur leur schéma plutôt que d'attendre que la limite seule répare la relation. La personne avec les schémas de retrait a besoin de reconnaître comment leur stratégie protectrice crée de la distance, comprendre les peurs conduisant ces stratégies, développer la capacité de tolérer l'intimité sans se sentir menacé, apprendre à communiquer les besoins avant de se retirer et construire des compétences pour gérer l'inconfort que la proximité déclenche. La personne avec les schémas de poursuite a besoin de comprendre comment l'anxiété conduit les comportements de poursuite, développer la capacité de s'auto-apaiser plutôt que chercher une réassurance constante, maintenir l'identité personnelle et les intérêts indépendants de la relation, reconnaître quand l'accommodation devient un abandon de soi et apprendre à accepter l'incertitude sans essayer de contrôler les résultats par la poursuite. L'aspect le plus difficile de cette limite implique d'accepter qu'elle pourrait ne pas mener à la réconciliation et que ce résultat, bien que douloureux, pourrait servir le bien-être à long terme mieux que de continuer un schéma malsain. Pas tout le monde qui se retire reviendra, et pas tout le monde qui revient sera capable de l'effort soutenu requis pour changer des schémas enracinés. Certaines personnes restent coincées dans des stratégies protectrices qui les empêchent de construire les relations intimes qu'elles prétendent vouloir. Reconnaître cette réalité permet le deuil de ce qui ne sera pas possible tout en ouvrant de l'espace pour des relations qui ne nécessitent pas une gestion constante de distance et poursuite. La limite sert aussi la croissance personnelle, peu importe si l'autre personne revient. Apprendre à arrêter la poursuite brise des schémas qui originent souvent dans l'histoire personnelle et qui se répéteraient probablement dans des relations futures, sans intervention. Les compétences développées en établissant cette limite incluant la tolérance pour l'incertitude, la capacité de maintenir l'identité personnelle dans les relations, la capacité de respecter à la fois les limites personnelles et celles des autres, et la volonté d'accepter que toutes les relations désirées ne servent pas le bien-être, se transfèrent à toutes les expériences relationnelles futures. Ces compétences créent une fondation pour des dynamiques relationnelles plus saines, que ce soit avec la personne actuelle ou avec de futurs partenaires. Comprendre pourquoi quelqu'un revient quand la poursuite s'arrête illumine aussi des vérités plus larges sur l'attraction et le désir dans les relations. La disponibilité constante réduit souvent la valeur dans la perception de l'autre personne, non pas parce que les gens ne veulent que ce qu'ils ne peuvent pas avoir, mais parce que l'absence crée de l'espace pour le désir, alors que la présence constante peut se sentir accablante. Cela ne signifie pas jouer des jeux ou retenir l'affection stratégiquement, mais plutôt maintenir une indépendance saine qui permet aux deux personnes de choisir la connexion plutôt que de se sentir piégées dedans. La différence importe énormément entre le retrait manipulatif conçu pour créer de l'anxiété et l'établissement de limites sains qui protègent le bien-être. Le retour qui suit l'établissement de limites inclut souvent des tentatives de reprendre la relation au point exact où elle s'est arrêtée sans reconnaître le schéma qui a mené à la rupture. Cette approche peut impliquer des messages casuals qui ignorent le retrait précédent, des invitations à se voir sans discussion de ce qui s'est passé, ou des expressions de manquer la personne sans prendre responsabilité pour le comportement qui a créé la distance. Comment ces tentatives sont reçues détermine si la nouvelle interaction répète les vieux schémas ou en établit de nouveaux. Accepter le retour sans adresser le schéma signale que le retrait et le retour peuvent arriver sans conséquence, rendant la répétition future plus probable.
Au lieu de ça, la reconnexion peut inclure une conversation honnête sur le schéma qui s'est développé, une expression claire des besoins pour la relation allant de l'avant, une reconnaissance des contributions des deux personnes à la dynamique malsaine et l'établissement de limites spécifiques qui protègent contre la répétition du schéma. Ces conversations se sentent inconfortables parce qu'elles nécessitent de la vulnérabilité des deux personnes, mais elles créent une opportunité pour un changement genuin plutôt qu'un soulagement temporaire suivi d'une répétition éventuelle du schéma. La volonté d'avoir ces conversations et la réponse de l'autre personne à elles fournit des informations cruciales sur la viabilité relationnelle. La limite spécifique qui déclenche le retour est la limite de respect de soi et d'autopréservation qui dit que poursuivre quelqu'un qui se retire ne sert le bien le plus élevé de personne. Cette limite reconnaît que les relations saines nécessitent un effort mutuel, qu'une personne ne peut pas soutenir la connexion seule, qu'accommoder le retrait le renforce plutôt que de le prévenir, et que le bien-être personnel importe plus que maintenir toute relation spécifique. Quand cette limite est établie authentiquement plutôt que stratégiquement, elle change la dynamique entière d'une de pression et résistance à une de liberté et choix. L'efficacité de cette limite ne dépend pas de la réponse de l'autre personne, mais plutôt du changement interne qu'elle représente. Que la personne revienne ou non, établir la limite de ne plus poursuivre crée des bénéfices incluant un sens restauré de respect de soi, une anxiété réduite d'essayer de contrôler le comportement d'une autre personne, une énergie accrue pour les activités et relations qui réciproquent l'effort, le développement de compétences qui servent toutes les relations futures et l'acceptation de la réalité plutôt que de continuer à investir dans la fantaisie sur ce que la relation pourrait devenir avec assez d'efforts. Ces bénéfices s'accumulent peu importe si la réconciliation se produit, rendant la limite précieuse indépendamment de son effet sur l'autre personne. Comprendre cette dynamique aide à expliquer d'innombrables situations relationnelles où la connexion semblait impossible jusqu'à ce que la poursuite s'arrête et devienne alors soudain possible encore. Le schéma apparaît à travers les relations romantiques, les amitiés, les dynamiques familiales et les relations professionnelles où une personne cherche la connexion et l'autre crée de la distance. Bien que l'intensité du schéma varie, le principe sous-jacent reste cohérent que la pression crée la résistance, alors que la liberté permet l'engagement authentique. Reconnaître ce principe transforme l'approche aux relations, d'essayer de faire que les gens veuillent la connexion à créer des conditions où ils peuvent découvrir leur propre désir pour elle, tout en maintenant le respect de soi d'accepter si ce désir n'émerge jamais. Maintenant, pense aux schémas qui sont apparus dans les dynamiques relationnelles passées et comment la poursuite a pu inadvertemment repousser quelqu'un. Partage des expériences dans les commentaires sur des moments où donner de l'espace a changé une dynamique relationnelle et décris ce qui s'est passé quand cette limite a été établie. Si cette exploration de schémas relationnels a résonné, appuie sur le bouton like et abonne-toi pour plus de contenu sur comprendre les dynamiques relationnelles et construire des connexions plus saines. Comprendre ces schémas aide tout le monde à développer plus de conscience sur comment les actions affectent les dynamiques relationnelles et comment les limites servent la connexion plutôt que de la prévenir. Merci d'avoir regardé.